Le président directeur général du groupe Ishoa, spécialisé dans le BTP et dans la fabrication du matériel médical, a été reçu en audience ce matin par le maire de Libreville au centre des échanges. Les chantiers à venir, ce sera avec Euphrame Bioguedzo dans quelques instants. Nous parlerons également dans cette édition d'information du président de la Fédération gabonaise de boxe, Alfred Bongo Ondimba, qui depuis hier procède à la visite des clubs que compte la capitale. Les précisions, ce sera une fois de plus avec Euphrame Bioguedzo. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette principale édition d'information sur TVS. Le président du groupe IWA et sa délégation ont été reçus par la présidente du conseil municipal de Libreville au centre des échanges. La coopération entre ces deux entités, le groupe est notamment engagé dans plusieurs projets d'investissement à Libreville. Les précisions avec Euphrame Bioguedzo et Fleury Asséonda. L'axe Libreville-Pékin se porte bien, enjugé par la visite dans notre pays d'Elio Zaoussi, PDG du groupe IWA, qui pour la circonstance était accompagné d'une délégation composée d'hommes d'affaires. Cette visite, ô combien importante, conforte l'excellente coopération qu'il y a entre le Gabon et la Chine. Dans les locaux de la première autorité de la ville, il s'est agi pour les deux parties d'échanger sur le partenariat signé entre le responsable du groupe IWA et la présidente du conseil municipal au mois d'avril dernier, lequel a amené la partie gabonaise à pouvoir entamer une visite en Chine qui aura duré près d'une semaine. Le groupe IWA est chargé de bâtir à Libreville et à la demande de l'hôtel de ville un parc public censé relever le défi sur le tourisme et faire de la capitale gabonaise une ville attractive où il fait bon vivre. Autre projet inscrit dans le dit programme figure une salle polyvalente et une cité immobilière. En dehors du BTP où il excelle le plus, IWA a aussi une expérience avérée sur le domaine de la fabrication du matériel médical. Joignant la parole en acte, la municipalité de Libreville se fera offrir un important lot de matériel allant dans ce sens, lequel sera certainement distribué dans les centres de santé de la place. La rentrée des classes approche à pas des géants. Les parents, pour la plupart, se disent prêts à envoyer leur progéniture à l'école, même si certains attendent toujours les salaires. Reportage mis en image par Bertrand en Comibeka. À jour J-2 de la rentrée des classes comptant pour l'année scolaire 2017-2018, certains parents se disent prêts à envoyer leur progéniture à l'école, nonobstant la crise économique qui se vit dans le pays. D'aucuns se sont appuyés sur la proximité du lieu d'habitation pour inscrire leur progéniture et le cadre d'accueil. D'autres parents, par contre, que nous avons rencontrés et qui ont préféré s'exprimer hors caméra, ont affirmé que la crise économique et le problème de salaire à compte-gouttes viennent compliquer la situation au sein des ménages dans la mesure où le revenu mensuel ne permet plus de joindre les deux bouts. La vie chère vient davantage corser les choses et ne savent plus à quel sens se vouer. Sans oublier la tension qui est souvent élevée à chaque début de rentrée scolaire avec les syndicats du secteur éducation.
D'aucuns restent encore perplexes et attendent que les cours reprennent pleinement pour commencer à acheter le trousseau scolaire de leurs enfants. Sur un tout autre plan, depuis plusieurs années, l'on observe la multiplication des églises dites des réveils. L'on s'interroge sur la fiabilité des messages libérés en ces différents endroits. Reportage, Fabiola Mengue. Plusieurs églises ou bien plusieurs assemblées au niveau de la scène nationale n'est pas une tare en soi. Parce qu'il faut comprendre que c'est Dieu qui appelle. Et lorsqu'il appelle, il équipe. Et dans sa parole, le Seigneur Jésus a dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. En ce sens qu'il faut qu'il y ait davantage des ouvriers qui vont s'activer pour dépeupler l'enfer et faire gagner le ciel à beaucoup de personnes. Cela veut dire que s'il y a plusieurs assemblées, plusieurs églises qui obéissent à la grande commission que le Seigneur Jésus nous a laissée, c'est une très bonne chose. Maintenant, nous comprenons aussi l'inquiétude de certaines personnes qui constatent que, au-delà de cette multiplication des églises, au-delà des phénomènes qu'il y a plusieurs assemblées, il y a certains comportements déviants que nous décrions, que nous regrettons, hélas. Maintenant, cela ne voudrait pas dire que la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée est fausse. Ce sont des êtres humains, ce sont des personnes qui parfois, à un moment donné, peuvent accuser certaines limites, certaines carences. Ça arrive parce que nous sommes sur la terre. Mais le plus important, c'est de rester accroché à l'objectif essentiel qui consiste à évangéliser le plus grand nombre de personnes, selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 14. De la religion à la politique, tout juste un pas, l'alternance politique par la voie des urnes, une impossibilité pour l'opposition politique gabonaise depuis près de 4 décennies. Un échec constant qui a plusieurs facteurs, parmi lesquels les stratégies peu convaincantes des acteurs politiques. Le cas d'espèce, la dernière consultation présidentielle avec la stratégie de la DTE, destitution, transition, élection, élaborée de manière complaisante par l'opposition, lui aurait été fatale. Arnaud Babekong. Le changement de gouvernance politique ou de régime, c'est selon, a toujours été au centre des préoccupations dans le contexte social qui est le nôtre. C'est ce qui ressort à chaque fois que le mot alternance politique est évoqué, surtout par la fraction politique dite de l'opposition, ainsi que par le corps social. Ce jeu implique deux acteurs, d'un côté le parti au pouvoir et de l'autre l'opposition, dans une moindre mesure d'autres acteurs de la société civile, mais il faut dire que cette répartition n'est pas constitutionnelle, elle est plutôt ainsi dans la conception collective. Mais hélas, seuls les bords politiques se sont accaparés cette lutte avec une participation minime d'acteurs politiques dits indépendants. Dans ce jeu de l'alternance politique ou de la bonne gouvernance du pays, l'équilibre au Gabon n'est pas de mise. Le déséquilibre est conséquent dans le camp de l'opposition à cause de la pluralité d'opinions qui à l'origine est vue comme un avantage avant de s'avérer aujourd'hui un atout diviseur dû à l'impossibilité de s'accorder autour d'une question soulevée pourtant facteur commun susceptible d'unité. À côté, il faut relever la dénonciation quasi permanente du double jeu effectué par certains acteurs de l'opposition qui complaisent avec l'adversaire politique par des stratégies surréalistes de complaisance, bien sûr. Je voudrais repasser en revue les stratégies de l'opposition depuis 2015-2016. Je sais que c'est pénible, mais il faut le rappeler. Il faut bien le rappeler. D'abord, on a annoncé en 2015 la stratégie de la DTE. Vous vous en rappelez, vous, tout ce temps que vous êtes ici. La DTE, destitution, transition, élection. On allait où? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de cette DTE? On nous a expliqué que, au nom de cette stratégie, le candidat qui était, pas le candidat encore, le président en exercice, ne serait pas en mesure de se représenter. Qu'il serait destitué, point à la ligne. Et puisqu'il allait être destitué, son cas ne se présentait même pas pour l'élection. Finalement,
on a vendu à la population l'idée que ça n'était même pas la peine de s'enrôler. À quelques exceptions près, la quasi-totalité des leaders de l'opposition ont appelé les gens à ne pas s'enrôler. Je vous renvoie aux différentes déclarations qu'ils ont faites, à quelques exceptions près. La plupart d'entre eux ont dit c'est pas la peine de s'enrôler, d'ailleurs l'élection c'est pas la peine, puisqu'on va faire une destitution et on va faire une transition qui va durer le temps que c'est nécessaire, etc., etc. Or, vous le voyez bien, il s'agissait d'une stratégie surréaliste, totalement impossible à tenir. Pourquoi? Parce que, au fond, la destitution qui s'appuyait sur l'article 78 de la Constitution supposait que les magistrats qui devaient siéger à la Haute Cour de justice soient connus et nommés. Or, ni le président de la République, ni le président de l'Assemblée nationale, ni le président du Sénat n'ont désigné leurs magistrats. Alors, à qui allait-on remettre les preuves, même si elles étaient accablantes, même si elles avaient été réunies, même si elles étaient très solides, à qui aurait-on remis les preuves permettant d'instruire le procès en destitution? À qui? À personne. Et étant donné le niveau intellectuel, l'expérience très importante de la quasi-totalité des responsables de l'opposition, je ne veux pas croire, ce serait faire un jeu à leur intelligence, qu'ils ne savaient pas que ce n'était pas possible. Ils le savaient, tout le monde savait que ce n'était pas possible. Tous les responsables, peut-être le petit peuple ne pouvait pas le savoir, mais tous les responsables, toutes les personnes qui étudient le droit, et je ne suis pas juriste, mais toutes les personnes de bon sens savaient que même si on avait réuni un dossier, il n'y avait aucun magistrat à qui on pouvait remettre ce dossier. Donc, comment allait-on organiser la destitution? Voilà un leurre qu'on a vendu à la population. Une manigance sordide, complaisante de l'opposition que l'ancien Premier ministre dit avoir vicié le processus électoral dès le départ lors du dernier scrutin présidentiel, avec à clé des résultats électoraux globalement entachés d'irrégularités, assortis d'un énième échec pour l'opposition gabonaise de faire aboutir l'alternance politique par la voie des urnes. L'actualité hors de nos frontières nous amène d'abord en France où la mère d'un djihadiste franco-algérien présumé mort en Syrie a été condamnée jeudi à Paris à 2 ans de prison ferme pour avoir financé le terrorisme en lui envoyant de l'argent. Elle entend faire appel, c'est ce que nous rapportent ici nos confrères de la presse internationale. Elle avait envoyé de l'argent à son fils parti combattre dans les rangs du groupe État islamique en Syrie pour qu'il mange et qu'il se soigne, disait-elle. Une mère de famille a été condamnée à 2 ans de prison ferme pour financement du terrorisme. La justice a considéré qu'elle a en fait aidé son fils à violer une interdiction de sortie du territoire et ce en toute connaissance de cause. Écoutez ce qu'en dit son avocat, maître Hervé Denis. Il ne s'agit pas de peine, c'est une question de principe. 2000 parents aujourd'hui sont concernés par la situation de Mme Haddadi. Parce que selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est 2000 Français qui sont là-bas. 2000 mères, 2000 pères et autant de frères et autant de sœurs. Donc cette affaire-là ne concerne pas seulement Mme Haddadi, elle concerne tous les parents, hélas, d'enfants radicalisés. La sévérité, on peut le comprendre quand on est coupable. La sévérité, quand il s'agit simplement, pour une question de principe, de condamner une mère de famille éplorée, je trouve ça scandaleux. C'est pas de la dureté, c'est de la méchanceté. En Espagne, à 4 jours du référendum en Catalogne, les adversaires de l'indépendance pourraient faire garder le silence ou rester discrets, contrairement aux pros qui affichent haut et fort leur idéal. Les antis ne sont pourtant pas moins nombreux. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. À quelques encablures de Barcelone, une banlieue populaire. Ici, c'est le drapeau espagnol qu'on met aux fenêtres. Beaucoup de ses habitants sont venus en Catalogne à la recherche de travail, comme les parents de Carlos Velasco. Il est catalan, mais à l'entendre, le référendum sur l'indépendance ne le concerne pas. Je suis né à Barcelone, en Catalogne, qui fait partie de l'Espagne, donc je me sens espagnol, comme barcelonais ou européen. Ça ne peut pas être autrement. En maintenant le scrutin malgré les interdictions de la Cour constitutionnelle, les indépendantistes catalans plongeraient, selon Carlos, le pays dans la crise. Les indépendantistes sont en train de diviser la société catalane. On se retrouve dans une situation d'affrontement contre l'Espagne, alors qu'une partie des Catalans est pour le référendum, mais l'autre non. Et dans la boulangerie industrielle où travaille Carlos, d'autres ouvriers estiment eux aussi que l'Espagne doit rester indivisible.
Je ne souhaite pas me couper de mon pays, qui est le fruit d'années de lutte. On l'a défendu et construit tous ensemble, et aujourd'hui les indépendantistes veulent le mettre en morceaux, pour soi-disant devenir plus riches, mais en étant moins solidaires des autres régions. La région est la plus prospère d'Espagne. Selon les partisans d'une Catalogne autonome, elle verserait trop d'argent à Madrid. Mais pour le patron de Carlos, qui est aussi président des entrepreneurs de Catalogne, sortir de l'Espagne aurait de lourdes conséquences économiques. Nous risquons de perdre des marchés très importants, car la Catalogne exporte beaucoup. La moitié de notre PIB est due à nos exportations, 30% en Espagne et 20% dans le reste de l'Europe. Nous serions très affectés par la fuite des capitaux et par la perte d'investissements. Le référendum d'indépendance divise les Catalans. Le gouvernement de Mariano Rajoy fait tout pour empêcher la tenue du scrutin dimanche. Nous ouvrons le volet sport de ce journal. Le bureau directeur de la Fédération gabonaise de boxe, dirigé par Alfred Bongo Ondimba, vient d'entreprendre une visite des associations sportives de la province de l'Estuaire. Première escale, les clubs de la garde républicaine et Diesel. Euphrem Bioguezo, Fleuria Seondo, reportage. Voir le mode de fonctionnement des clubs de boxe de la province de l'Estuaire rentre dans le cadre de la tournée initiée par le bureau directeur de la Fédération gabonaise de boxe. Les premiers servis, le Boxing Club de la garde républicaine et Diesel. C'est la première formation bénéficie d'un cadre adapté pour la pratique du noble art. Tel n'est malheureusement pas le cas pour les pensionnaires de Diesel qui logent à la salle nationale de boxe. Des manquements que se doivent de remédier au plus vite chaque responsable de club. Un cahier de charges a notamment été présenté à chaque responsable, dans lequel est contenu un certain nombre d'exigences allant dans le sens de la conformité de chacune des associations sportives. Les réfractaires à ces nouvelles dispositions se verront tout simplement exclus de toute mesure d'accompagnement venant de l'instance fédérale. Tout ceci ne pourrait être conforme que si l'instance fédérale lève les sanctions qui pèsent sur elle. Qui veut aller loin, prépare sa monture, a-t-on coutume de dire. Espérons tout simplement que cette caravane qui a débuté permettra au noble art de sortir de sa léthargie. L'association gabonaise de la presse sportive indépendante poursuit sa tournée interfédération afin de s'imprégner des réalités de ces différentes disciplines sportives que compte le pays. Le point avec Yasser Nicolandon. Après l'étape de la Fédération gabonaise de basketball, le tour est revenu à la Fédération gabonaise de paralympique de recevoir le bureau de la presse sportive indépendante qui compte mettre en exergue toutes les activités organisées par nos différentes fédérations sportives, tant sur le plan national qu'à l'international. Après une heure d'échange entre les deux bureaux qui comptent désormais travailler main dans la main, le président de la Fédération gabonaise de paralympique se dit satisfait et confiant des jours à venir. Nous sommes très heureux d'avoir reçu cet après-midi cette association. Elle est l'une des associations à caractère journalistique qui ont pensé à nous. En fait, la communication est un élément important dans la vulgarisation du parasport. Et nous n'avons pas assez de moyens pour aller vers les organes de communication. Mais ceux-là ayant pensé à nous, nous ne pouvons que leur dire merci. Nous, l'association des journalistes sportifs indépendants, nous ont proposé de travailler en étroite collaboration avec nous pour nous permettre de vulgariser nos activités, nous permettre de travailler en commission selon
des systèmes de formation paritaires, ça veut dire chez eux ou chez nous. Et nous sommes vraiment très très heureux d'avoir accepté de travailler avec eux d'une franche collaboration sans pourtant cacher qu'il y a des difficultés. Mais aujourd'hui, nous savons qu'ils sont là, cette association est là pour nous aider, pour nous permettre d'aller de l'avant et surtout de pouvoir faire mieux asseoir le parasport au niveau national. Faire asseoir le para-olympique est l'objectif visé par ce bureau fédéral, tout en évoquant en outre des difficultés dont elles font face aujourd'hui. La GEPSI, quant à elle, compte accompagner cette fédération dans ses ambitions prérogatives. Écoutez, la NISPO, c'est une fédération comme les autres fédérations, donc on a lancé la tournée, notamment une tournée initiée par la GEPSI, qui consiste à aller vers ces fédérations pour échanger, pour essayer de mettre en place des stratégies de communication, parce qu'on a véritablement constaté qu'il y a un souci de communication, leurs activités sont moins vulgarisées, donc on est venu proposer une manière de travailler, et d'ailleurs ils ont été très réceptifs. On estime que c'est un nouveau départ. Vous savez que la presse sportive privée est pratiquement plus nombreuse que celle publique. Donc on parle de 49% du travail fait par la presse privée. Et nous on veut mettre notre expertise entre griffes au service de la NISPO parce qu'ils l'ont dit, ils sont plus ou moins négligés par certains médias, ils ont du mal à avoir accès aux médias. Donc nous on vient vers eux pour essayer de donner dans la perche et puis ensemble on va voir ce que ça va donner. Je note une volonté manifeste de travailler malgré les problèmes qu'ils ont évoqués, notamment le manque des moyens, le problème des sièges aussi parce que pour l'instant ils sont dans un siège provisoire. Donc c'est autant des problèmes qui peut-être par notre plateforme peut aider ces fédérations à trouver des solutions. Donc on espère que notre collaboration va porter des fruits. La suite de cet événement se poursuit pour d'autres fédérations, notamment le tennis, le judo, le taekwondo, pour ne citer que ceux-là. Nous restons toujours avec l'Association gabonaise de la presse sportive indépendante, à plus d'1 an et demi à la tête de cette association. Quel bilan peut-on retenir à travers les actions menées sur le terrain par son président Rodrigue Bekale, qui tant bien que mal veille à l'amélioration des conditions de travail de ses membres? Nous vous laissons apprécier cet élément et d'en juger le contenu proposé par Mosconi Ngonba. Créée le 11 novembre 2015, l'Association gabonaise de la presse sportive indépendante a à sa tête Rodrigue Abdoul Bekale qui a pris les destinées de cette association. Depuis lors, elle mène des campagnes de sensibilisation qui visent à revoir les conditions de travail d'un journaliste sportif. Mais cela passe nécessairement par l'amélioration des techniques d'écriture et analyse, d'où ce séminaire de formation qui a réuni la crème des journalistes sportifs publics et privés qui s'est tenu du 4 au 7 janvier 2016 à la maison Georges Rawiri. Et pour rendre plus visibles les activités de la GEPSI, une visite dans des rédactions sportives s'imposait pour réitérer les engagements et les nouvelles orientations qui visent à établir de l'ordre au sein de cette corporation. Ce sont de très très bonnes propositions et nous avons toujours décrié certains comportements. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que nous, on ne choisit pas les sujets de sport. Il faut sensibiliser les organisateurs, il faut sensibiliser les journalistes, c'est important. Le projet déjà de la GEPSI qui existe aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons tous mis ensemble. Donc c'est pour moi et c'est pour un honneur pour TVS déjà de savoir que le bébé qui était en gestation hier, aujourd'hui, prend progressivement forme à travers ces différentes actions que nous sommes en train de vouloir poser. Et TVS, à son niveau, se fera le devoir d'accompagner la GEPSI, d'impliquer davantage les agents de TVS qui sont dans le département sport, bien sûr, de s'en arrimer aux demandes de la GEPSI. Et je collabore parfaitement avec vos exigences, à savoir il faut payer des cotisations, ce qui est tout à fait normal. Une association vit à base de ces cotisations. Il faut la rigueur dans le travail parce que en notre sein, il y a des gens qui ne font pas du sport, mais qui viennent dans le sport par infraction, je veux dire, dans le journalisme par infraction, peut-être parce que auparavant ils n'ont pas eu d'emploi quelque part. On leur a dit qu'en faisant du journalisme, vous aurez forcément ce que vous voulez. Aujourd'hui, ils sont pleins qui se battent dans la ville avec des caméras, avec des magnétophones qui ne fonctionnent pas.
La diversité des actions menées par la GEPSI ne s'arrête pas à ces quelques exemples. En janvier 2016, l'Association internationale de la presse sportive, en abrégé AIPS, a invité la GEPSI à s'arrimer au mandat olympique, soit 2 ans plus que le mandat à la tête de l'association, en permettant aux membres de participer aux compétitions internationales et aux stages de formation organisés par l'AIPS. Autre partenariat signé, celui de Gazon d'Afrique, une structure événementielle qui est dans l'organisation d'un projet qui vise à récompenser le meilleur sportif de l'année. C'est à cœur joie que l'ensemble des responsables du département sportif ont salué cette initiative louable et encourageante, bien qu'il existe des réfractaires à la mauvaise gangrène réputés par leur nerf d'acier dans la manœuvre spéculative les plus osées qui n'y croient plus du tout à la bonne marche des activités de la GEPSI et le combat qui vise à éradiquer le comportement indigne de certains pseudo-journalistes sportifs qui déshonorent ce métier. Le président Rodrigue Bekale ne s'arrête pas là, car selon lui, la lutte continue. Objectif, rencontrer les présidents des fédérations sportives. J'ai dit une fois de plus, la fédération, ce n'est pas pour les 12 membres du comité exécutif. C'est une institution nationale. La fédération gabonaise, c'est une institution nationale. Donc ça concerne tous les Gabonais. Ça concerne tous les Gabonais. Et ce qui se fait à la fédération doit être su de tous les Gabonais. Une valeur louable propre au bureau directeur de la GEPSI qui compte se battre pour permettre à ses adhérents de travailler dans des conditions raisonnables, quitte à perfectionner leur style d'écriture pour rendre encore meilleure la qualité des commentaires lors des compétitions majeures. Comment appelle-t-on le vendeur de légumes? Nous sommes bel et bien dans votre rubrique Expression libre. La question vous a été posée par Léa Matitambissa face à la caméra de Bertrand Koumileka. Ah là, aucune idée. C'est pas un jardinier. Non, c'est lui-là qui plante, mais je ne connais pas. Aucune idée, aucune idée. Ah là, aucune idée. Je ne connais pas. Vendeur de légumes. En tout cas, je n'ai pas vraiment l'idée pour ça. Là, je ne maîtrise pas. Ah ben non, j'ignore vraiment, j'ignore cela. Merci. Vendeur de ça là? Oui. Non, je ne connais pas ça. Ah, ça c'est un peu compliqué. C'est bon? Merci. Le vendeur de légumes s'appelle tout simplement le légumier. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. L'équipe qui m'accompagnait était composée au cadre par Bertrand Koumileka, la réalisation de l'incontournable David Mitola. Merci de votre fidélité et bon début de week-end à tous.